Bonjour à tous et bienvenue dans cette 26e édition des Ateliers républicains d'Elnet en collaboration avec Gérard Rabinovitch, philosophe et sociologue. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jacobo Machobel, maître de conférences en civilisation et littérature hispano-américaine, qui nous parlera de Cuba et du totalitarisme tropical comme caricature des illusions révolutionnaires. Nous vous proposons d'écrire vos questions dans le chat pour que nous les fassions remonter à notre intervenant à la fin de son exposé. Gérard, je vous cède la parole. Merci Pauline. Bonjour à vous tous. Bonjour à Arié, Sarah, Charlotte, Greg, Alexandre, Lionel. Bonjour à toi Jacobo. Heureux de t'accueillir aujourd'hui. Lorsque Nietzsche évoquait l'Europe, il y incluait d'évidence paradigmatique les États-Unis, l'Amérique du Nord. Fille de notre civilisation, disait-il, au-delà de la seule petite presqu'île de l'Asie, ainsi qu'il l'a pointé. Une Europe qui se définissait par ses fondamentaux communs, la Grèce et la Rome ancienne, le judaïsme et le christianisme. Nietzsche aurait pu penser également à l'Amérique du Sud. Cette extension latine outre-Atlantique, ces confins de l'Europe du Sud à son extrême ouest, terres qui vont être tamponnées durablement d'une catholicité armée exportée, lorsque l'Amérique du Nord le sera d'un protestantisme d'émigrés puritains nourris de Bible. Une Amérique du Sud si marquée d'une familière proximité que ses particularismes culturels ont exercé un attrait séducteur qui ne se dément pas. Qu'il s'agisse de ses musiques, bossa nova, boléro, tango, milonga, salsa, reggae, rumba, mambo, cumbia, son, cha-cha-cha, merengue, habanera, enfin, qui par vagues viennent érotiser nos orifices auditifs et embellir nos corps dansants. Qu'il s'agisse de ses écrivains, Borges, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Ernesto Sabato, Moacir Scliar, Pablo Neruda, Casares, Miguel Ángel Asturias, etc., etc. J'en oublie que vous avez sûrement en tête, la liste est impressionnante. Qu'il s'agisse de ses architectures, du baroque des églises au modernisme de Niemeyer, de ses arts plastiques, surréalistes, muralistes, de sa cinématographie, sans négliger ses cocktails enivrants, margarita, mojito, caipirinha et ses beautés féminines grisantes. Enfin bon, là, je parle de mon point de vue. Sans négliger ses destinées migrantes légendaires, comme pour nous, ici, à Elnet, celle de ces juifs portugais qui, du Brésil, transmirent la graine de cacao à l'Europe via leurs corélégionnaires de Bayonne, ou celle des gauchos judios, dont fut un temps mon grand-père paternel venu de Lituanie, buvant un coup à Moche Suida, et galopant dans la pampa centrale, comme il disait, Argentine, sur les terres du baron de Hirsch. Ou celle encore de ses collègues universitaires au Brésil où j'allais professer, qui venaient chaque fois lors de mes passages me déposer en confidence leur rattachement par un fil à leur judéité d'origine enfouie mais non forclose après 4 siècles de maranisme généalogique. Et puis, dès l'aventureuse hypothèse de Christophe Colomb, il y a les épopées conquérantes, migratoires, politiques qui lui sont associées, rattachées. Ces massacres d'Indiens, ces disparitions de civilisations autochtones développées, comme les Incas, Mayas, Aztèques, ces régimes fascistes, les dictatures féroces, ce refuge pour nazis, ces révoltes répétées. Un continent où s'entrechoquent et s'entrelacent violence sans retenue, brutalité extrême, espérance entêtée, liberté inassouvie, dictature grotesque et oppression féroce, résistance exemplaire et mouvement d'émancipation exalté, où se confondent aspiration proclamative de justice et corruption réelle avérée, révolte et banditisme, joie de vivre et exaction d'une cruauté primaire sans limite, où pulsion de vie et pulsion de mort se lient, se délient, se relient et recommencent, dans des combinatoires régionales et contingentes, en une manière de théâtre tragique le plus sombre et embrumé d'un romantisme le plus évaporé.
Pour aller maintenant vers notre sujet d'aujourd'hui, on pensera à l'épopée bolivarienne, du nom du général Simón Bolívar, dit El Libertador, qui, au premier quart du XIXe siècle, prit le relais de l'Amérique du Nord en manière d'émancipation des tutelles impériales du vieux continent, et devant ça, les mouvements européens d'émancipation des nationalités des années 1848. On pensera à la saga mexicaine de Pancho Villa et d'Emilio Zapata à l'époque de la Première Guerre mondiale sur le territoire européen, quelques années avant la Révolution russe. On pensera à la révolution cubaine et l'entrée des guérilleros descendus de la Sierra Maestra dans la Havane le 1er janvier 1959. C'est là une encore des séductions sud-américaines les plus obstinément insistantes pour une partie de l'Europe continentale et la plus décevante à répétition, sans manifestement lasser. Il ne resta pas grand-chose du libéralisme des Lumières et du rousseauisme dont Bolivar se soutenait dans les États nés de leur guerre d'indépendance menée sous sa guidance. En revanche, le caudillisme nationaliste, autoritaire et despotique fit florès partout. De l'avancée démocratique, il ne restait que l'appui massif au caudillo par adoubement populaire. Il ne resta pas davantage des promesses de la révolution mexicaine, qui vit s'installer sous des appellations successives, Parti national révolutionnaire, Parti de la révolution mexicaine, Parti révolutionnaire institutionnel, un rassemblement dominant tous les secteurs de la vie politique et sociale du pays et dont Mario Vargas Llosa disait qu'il s'agissait d'une dictature parfaite, parce qu'une dictature tellement camouflée qu'elle ne semblait pas en être une. Quant à la révolution castriste, de prime abord, dans une attente qui poussait à l'illusion, peut-être devrait-on dire à l'hallucination, elle se présentait comme un reborn révolutionnaire. Elle semblait une lueur dans la nuit stalinienne du socialisme, un enfant rebelle rigolard, narguant les bureaucrates compassés moscovites, un anti-impérialisme effronté aux portes des États-Unis stipendiés. C'était le temps où jeunes gens, j'en fus, nous accrochions au mur ou brandissions dans les manifestations l'icône romantique du Che. Lorsqu'il a commencé à s'ébruiter que peut-être la révolution cubaine, ce n'était pas ça non plus, que ça tournait mal, notre invité nous montrera que ça n'a pas pu mal tourner parce que c'était inscrit dès le commencement. Que les directions révolutionnaires s'installaient néanmoins très vite dans les délices et privilèges du pouvoir et ses prébendes, gagnant une illégitimité de fait, dont cette blague des pays de l'Est dit en condensé ce qu'il advenait. Moscou, 6 heures du matin, à pied, mal chaussés, dans le froid glacial, les gens se rendent à leur travail, situés souvent à 1 heure de marche, sans transport fiable. Le peuple. 10 heures du matin, des limousines aux vitres teintées filent à toute allure sur les boulevards déserts. Dedans, chaudement emmitouflés, les serviteurs du peuple. Un bon nombre des laudateurs du régime cubain filèrent chercher auprès de Daniel Ortega et sa femme Rosario Murillo au Nicaragua et leur supposée révolution sandiniste de nouveaux feux ardents de la révolution. Ils avaient initialement le mérite d'avoir renversé la dynastie des Somoza. Et puis bis repetita, comme ce n'était pas ça, émergea sur la scène le mouvement zapatiste dans l'État mexicain du Chiapas, bordé par l'océan Pacifique au sud du Mexique, devenu haut lieu du tourisme révolutionnaire en quête de frissons du grand soir. Et puis comme le zapatisme, ce n'était pas ça, il ne représentait pas assez de ces garanties révolutionnaires que sont les postures des diatribes trimuniciennes et des violences intimidantes sur les opposants et de corruption liminaire, préférant une politique dite caracoles, de l'escargot. Les regards se tournèrent avec un renouvelé émoi lyrique vers le matamor Hugo Chavez, qui venait d'accéder à la présidence du Venezuela en 1998. Son décès en 2013 tira même les larmes à Jean-Luc Mélenchon, selon ses propres dires. Maduro, son continuateur en pâle copie, ne suscita pas un même lyrisme. On guette maintenant les nouvelles pamoisons incorrigibles dans ce réservoir latino des illusions.
Ça s'annonçait bien pour elle au Pérou avec Pedro Castillo élu en 2021, mais les maladresses golpistes du monsieur et des enquêtes pour corruption organisées depuis le palais présidentiel l'ont même déconsidéré dans son propre mouvement. Et sa remplaçante l'a pour le moment fait mettre en détention. Nous verrons ce que l'avenir en fera. Avant de donner la parole à notre invité, je voudrais encore attirer l'attention sur deux phénomènes qui s'intriquent avec les forces qui agissent contre le renforcement durable d'une culture politique démocratique dans la région sud-américaine. Il s'agit du poids considérable de l'économie de la production de drogue qui, par les recettes inouïes qu'elle procure, l'extrême violence qui l'accompagne et la corruption des élites politiques et institutions régaliennes comme l'armée, la police qu'elle suscite, installe une forme de capitalisme de horde primitive qui est mentalement affine avec tous les types de régimes autoritaires, voire totalitaires, au-delà de ce que peut être la corruption d'acteurs individuels dans des sociétés démocratiques. Aucun des régimes prétendument socialistes et des mouvements de guérilla en Amérique du Sud ne semble y échapper. Deuxièmement, dans ce double contexte, on note l'influence du Hezbollah et de son tuteur et commanditaire iranien dans tout le continent. Le Hezbollah s'occupe en Amérique du Sud de la marchandise et des basses œuvres, l'Iran de la géopolitique. Au Hezbollah, le trafic d'êtres humains, de cigarettes, de drogue, de faux billets, de contrefaçon, de Viagra, d'amphétamines, Captagon, de fraude financière. Initialement implanté dans la région dite des Trois Frontières, Brésil, Paraguay, Argentine, étendant ensuite son influence en Colombie, au Chili, au Venezuela, au Mexique, tissant des liens avec les principaux cartels sud-américains et notamment au Mexique, leur livrant des armes et entraînant leurs sicaires, selon les rapports convergents du département d'État, du FBI, de la DEA, des services de renseignement français. Il se dit que le Hezbollah y dispose de ressources supérieures à celles de l'État libanais et que sous Chavez, le Hezbollah a pu s'installer en toute tranquillité au Venezuela. Et puisqu'on parle de Chavez, il n'est pas inutile de rappeler qu'il a été reçu en son temps 9 fois par Ahmadinejad, qui avait aussi reçu Ortega, Morales de Bolivie, Correa de l'Équateur et aussi Lula du Brésil, que Chavez et Ahmadinejad se déclaraient pays frères unis comme le poing, et que Chavez, dans un entretien à Al Jazeera, disait que l'Iran, je le cite, est un exemple pour les combattants, les résistants, les nationalistes, les révolutionnaires et les vrais croyants. Chavez, encore, qui accorda à l'Iran un statut d'observateur à son Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. L'Iran, qui avait des liens anciens avec le Venezuela lors déjà de la création de l'OPEP, mais c'est politiquement Cuba qui donna la direction et la bénédiction, liant des liens idéologiques au motif anti-impérialiste avec l'Iran depuis la fin de la guerre Iran-Irak. C'est dans la Bolivie de Morales que l'Iran est allé chercher des matières premières stratégiques telles que le lithium et l'uranium. Et en 2006, seuls le Venezuela et Cuba votèrent aux côtés de la Syrie en faveur de l'Iran à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais j'empiète sur le domaine d'excellence de notre invité du jour, Jacobo Machover, né à La Havane de parents juifs réfugiés à Cuba, comme un certain nombre purent trouver là-bas refuge durant la guerre. Ils quittèrent Cuba en 1963, fuyant le régime castriste, quand bien même son père, Jacobo, était-il communiste, mais d'une autre trempe éthique que ceux qui s'arrogeaient le pouvoir en ce nom-là. Ils trouvèrent cette fois refuge en France. Comme l'a rappelé Pauline, Jacobo est aujourd'hui maître de conférence à l'Université d'Avignon en littérature et civilisation latino-américaine. Il a été aussi journaliste et critique littéraire pour plusieurs journaux en France et également en Espagne. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages qui secouent la somnolence et le somnambulisme sur les réalités du régime castriste. Il a ainsi cassé les dernières brumes d'illusions puériles sur la personne du Che. Le castrisme, ainsi qu'il l'écrit, je le cite, n'est pas seulement une variante sui generis du système communiste, ni le produit de la tyrannie mégalomaniaque d'un seul homme, c'est surtout le laboratoire d'un totalitarisme tropical qui s'est maintenu si longtemps au pouvoir grâce à l'indulgence complice des intellectuels, des hommes politiques, des faiseurs d'opinion, de tous ceux qui n'ont jamais voulu voir ce qui se cachait derrière l'illusion romantique.
la tragédie de tout un peuple. Ses combats pour la démocratie, sa culture, son attachement et son amour pour la destinée du peuple cubain, chevillé au corps et au cœur, ses livres et articles certifient qu'il pourrait être justement identifié comme un écrivain cubain en exil. Je lui cède la parole. Jacobo, c'est à toi, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Gérard, merci Pauline et merci aussi à Charlotte qui ont contribué à cette intervention au sein des ateliers républicains et d'Elnet. Hola a todos, bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Alors, cette intervention a pour titre Cuba, totalitarisme tropical, une caricature des illusions révolutionnaires. Ces illusions révolutionnaires ont commencé dès le début. Alors, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire par la révolution romantique, entre guillemets, des Barbudos en 1959. Et cette révolution que tout le monde a saluée, qu'on définissait comme verte, comme les palmiers, ce à quoi ses détracteurs disaient qu'elle était comme la pastèque, verte à l'extérieur, rouge à l'intérieur, ce romantisme a en fait signifié des exécutions massives dès les premiers jours de la prise du pouvoir et même avant. Plutôt qu'un long discours là-dessus, je voudrais vous montrer quelques photos qui étaient étalées dans la presse à l'époque, en janvier 1959, et dans le journal Révolution et dans la revue Bohemia, une des plus grandes d'Amérique latine, et qui était également montré à la télévision et aussi dans des documentaires qui étaient projetés dans les cinémas avant les films d'aventure ou les films d'amour qui faisaient l'essentiel du programme. En voici quelques-unes. Celle-ci, c'est un plan séquence d'une exécution d'un monsieur appelé Garcia Olayon, où l'on voit, où l'on peut essayer de distinguer différentes phases de ces exécutions. Ensuite, il y en a une autre du colonel Cornelio Rojas qui se dirige vers le peloton et puis au moment où il est exécuté, et son chapeau s'envole et l'on voit très bien l'impact des balles du peloton d'exécution. Et enfin, une dernière qui est celle du lieutenant d'Espagne. C'est quelqu'un d'origine haïtienne qui est exécuté. Et alors là, on le voit habillé en blanc. Avec le prêtre qui vient recueillir ses derniers mots, le peloton qui ne se cachait même pas, et puis ensuite les balles qui le frappent et lui qui s'écroule dans un fossé. C'était cela la révolution romantique. C'est d'ailleurs un intellectuel français, Jean Edernalier, qui disait la révolution est romantique, à Cuba, on fusille. Et c'était ça l'essence du romantisme. Alors, j'ai vu ces photos et j'ai vu ces images au cinéma lorsque j'étais enfant. Je vous assure qu'elles continuent à me hanter, d'autant que je connais certains membres de la famille du lieutenant d'Espagne. Ça, c'était dès le début.
de la révolution. Et il n'y a pas eu de dégénérescence de cette révolution. Elle a toujours, dès le départ, affiché son caractère sanguinaire. Ensuite, il y a eu la baie des Cochons, l'invasion, entre guillemets, de la baie des Cochons en avril 1961. Alors, aujourd'hui encore, on dit que c'était une invasion américaine à Cuba. Il n'y avait pas d'Américains au sein des expéditionnaires cubains. C'est quelque chose qui est profondément mensonger. C'était une contre-révolution menée à bien par à peu près 1500 expéditionnaires de ce qu'on appelait la Brigada 2506 qui ont essayé de débarquer sans succès à Cuba. Il y a encore, ils ont été vaincus. J'ai écrit un livre là-dessus que je voulais intituler La gloire des vaincus, mais qui finalement s'est intitulé Anatomie d'un désastre par pression de la maison d'édition. Et les Cubains étaient organisés effectivement par des Américains, mais il faut considérer que les deux responsables de cette expédition, Allen Dulles et Richard Bissell, avaient participé au débarquement des Alliés en Normandie. C'était une opération anticommuniste, à la suite de quoi Cuba est devenu, selon la terminologie officielle, le premier territoire libre d'Amérique. Et en fait, ce n'était plus qu'un satellite de l'Union soviétique à partir du moment où Fidel Castro a proclamé qu'il avait fait une révolution socialiste et plus tard, il a déclaré « Je suis marxiste-léniniste et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours », ce qui n'était pas du tout vrai avant 1961. Ce qui est remarquable aussi dans cette expédition de la baie des Cochons, pour essayer de démythifier tout ça, ça a été le but de tous mes ouvrages, c'est que les vaincus ont été jugés dans la prison du Principe devant les caméras de télévision du monde entier. Et ce procès mené par Fidel Castro et quelques autres a été célébré comme quelque chose de profondément démocratique. Et par exemple, par un intellectuel allemand, un poète et essayiste récemment disparu, Hans Magnus Enzensberger, ou aussi par quelqu'un comme Édouard Glissant. Ça, c'est la deuxième étape de cette révolution. Très, très vite, elle va se figer. Mais je vais essayer d'aller jusqu'en 1963. En 1962, se produit ce qui a mené le monde entier au bord de la guerre nucléaire, c'est la crise des missiles d'octobre-novembre, où les soviétiques avaient installé des rampes de lancement avec des missiles à Cuba, et ça a été évité de justesse, probablement par la détermination de Kennedy à ce moment-là. Alors, bien des années plus tard, en 1991, et un petit peu avant, dans les mots de Che Guevara, on a compris que la direction de la révolution cubaine entendait frapper préventivement des villes comme New York ou Washington. Et on a compris parfaitement, donc des années plus tard, lorsqu'a été publié
par l'entremise de Jean Edernali, encore une fois, qui était devenu copain de Fidel Castro, et la correspondance entre Nikita Khrouchtchev et Fidel Castro, hein, où il s'agissait donc de frapper avant que l'impérialisme américain n'envahisse Cuba. Cela a déterminé une peur, panique chez certains responsables cubains. Je voulais citer ici le cas d'une amie à moi qui est morte il y a un certain temps, Marta Fraide, qui était médecin et qui était médecin gynécologue et qui était aussi ambassadrice à l'UNESCO et qui, à ce moment-là, a commencé à comprendre que les dirigeants cubains pouvaient devenir complètement fous. Et là, elle l'a payé plus tard par quelques années de prison. Elle avait été condamnée à 29 ans de prison, mais par des interventions de nombre de personnalités internationales, et a été libérée au bout de 3 ans. Je citerai comme personnalité qui est intervenue en sa faveur Bernard Kouchner. Puis, il y a un événement dont on va fêter, ou célébrer, ou commémorer plutôt le 60e anniversaire cette année, au mois de novembre. C'est, je vais peut-être révéler quelques petits détails ici, c'est l'assassinat de Kennedy. Et là, on a très vite écarté la main des Cubains dans l'assassinat de Kennedy, mais pas tout le temps. Alors, le 22 novembre 1963, Fidel Castro se trouvait non pas à La Havane, mais à Varadero, une station balnéaire très courue, en compagnie du journaliste français Jean Daniel, qui est décédé récemment. Et c'est à ce moment-là, selon Jean Daniel, qu'il apprend par un coup de téléphone l'assassinat de Kennedy. Alors, et c'est une chose pour le moins étrange, que Fidel ait été prévenu par un coup de téléphone d'un événement aussi important que celui-là. Et il répète devant Jean Daniel, qui ne comprenait pas un mot d'espagnol, mais sa femme, oui, il répète au téléphone: no es una buena noticia, es una mala noticia, es una mala noticia, es una mala noticia. Il me dit 3 fois: c'est une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, pour que ça reste bien enregistré dans la tête de Jean Daniel, qui écrit après cela un article retentissant avec Castro à l'heure du crime. Le titre est assez ambigu. Et cela suffit pour certains pour écarter toute participation cubaine à cela. C'est celle qui a été retenue le plus souvent, c'est celle de la complicité de la mafia américaine avec des exilés anticastristes. C'est le cas dans les livres de James Ellroy, particulièrement dans American Tabloid et d'autres. Cependant, il y a encore des gens, et on espère que les archives déclassifiées ou qui seront déclassifiées par la suite donneront plus d'éléments là-dessus. Il y a encore un certain nombre de gens qui mettent le doigt sur une éventuelle responsabilité ou complicité, ou simplement du fait de savoir qu'il allait y avoir cet attentat à travers la main de Lee Harvey Oswald, qui était en rapport avec un certain nombre de
de diplomates cubains. C'est notamment le cas de Brian Lattel, un ancien analyste de la CIA, de la CIA. Je ne vais pas continuer sur des questions d'histoire. À partir de ce moment-là, l'histoire pratiquement se fige à Cuba. Je vais me centrer sur justement les illusions révolutionnaires des intellectuels et particulièrement des intellectuels français. Le premier qui était décidé à mener la charge en France en faveur de la révolution cubaine, cela pourra vous surprendre, c'est l'acteur Gérard Philipe. L'acteur Gérard Philipe qui était très en contact avec le milieu du cinéma qui était une arme de propagande à Cuba. Et Gérard Philipe n'a pas eu véritablement le temps de mener à bien ce relais de la propagande parce qu'il est mort fin 1959. Il y avait aussi, pour le nouvel an 1960, à Cuba, quelqu'un à qui on a rendu hommage en ce moment pour d'autres raisons, Gisèle Halimi. Mais cela, c'est un peu de la préhistoire. Là où commence véritablement l'appui des intellectuels français et le fait qu'ils servent de relais et sans aucune critique à la révolution cubaine, c'est avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Et en mars-avril 1960, ils entreprennent un voyage à Cuba qui dure des semaines. Je vais encore vous montrer une photo. C'est celle du livre de mon amie Janine Verdes-Leroux qui s'appelle La Lune et le Caudillo et qui est sous-titré Le rêve des intellectuels et le régime cubain. On y voit Fidel Castro, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Il y a plus grave, ce n'est pas simplement cela ce n'est pas simplement une manifestation de sympathie à l'égard du régime castriste. Et Jean-Paul Sartre a écrit une série de 16 articles à son retour. Cette série a été publiée en juillet 1960 dans le quotidien France Soir et sous le titre Ouragan sur le sucre. C'est un tissu d'ânerie absolument extraordinaire. Il y a toute une partie qui n'avait pas été publiée, qui a été republiée il y a quelques années par la revue des Temps modernes sous la direction de Claude Lanzmann. Et bon, c'est encore pire, c'est encore pire que cela. Il y parle de Saint-Jean de la Croix, il compare Fidel Castro à Saint-Jean de la Croix. Enfin, c'est un délire absolument extraordinaire, mais c'est surtout un appui à Fidel Castro, et il y a là-dedans une visite à Che Guevara, qui était à cette époque président de la Banque nationale de Cuba, alors qu'il ne connaissait absolument rien en économie, et une visite nocturne à partir de minuit, où il ne fait pas état de ce qui est raconté dans cette visite. Mais on savait qu'il voulait comprendre comment fonctionnait la justice révolutionnaire. Autrement dit, les tribunaux révolutionnaires et les exécutions. Simone de Beauvoir, dans son entretien postérieur, dit « Ce n'est jamais très joli une exécution ». Les révolutionnaires cubains, et particulièrement le Che, amenaient les intellectuels de tous les pays qui allaient les visiter voir les exécutions et organiser des exécutions spécialement pour eux, pour qu'ils le voient de leurs propres yeux. C'est quelque chose qui va au-delà de la simple sympathie. C'est de la complicité pure et simple avec
la terreur. La liste des intellectuels, et puis pas seulement des intellectuels, aujourd'hui des artistes, acteurs, chanteurs, etc., serait absolument interminable. Ceux qui ont appuyé et qui continuent à appuyer la révolution castriste. Je citerai simplement Gérard Depardieu, évidemment, qui est dans tous les coups, dans tous les mauvais coups, avec Poutine, avec les dirigeants nord-coréens et avec bien d'autres. Et puis, par exemple, Evelyne Pizier, qui a été la maîtresse avouée de Fidel Castro, mais aussi, par exemple, quelqu'un qui donne une interview à Philosophie Magazine, hein, pour y chanter la gloire de Che Guevara. Il s'agit de Benjamin Biolay il y a quelques mois de cela, et sans le moindre remords. Alors, je donnais un dernier exemple qui tient à l'actualité française, c'est le délégué, le secrétaire général de la section CGT 13, c'est-à-dire les Bouches-du-Rhône, Olivier Matteux, ou Mathéo, qui s'affiche sur les écrans de télévision avec un t-shirt syndical pour le 1er mai de la centrale des travailleurs cubains, et qui fait l'éloge de la révolution, et en passant, il dit je me fiche complètement du fait qu'on dise que je suis stalinien. C'est le dernier exemple en date pour montrer que tout cela n'est pas mort, n'a pas disparu d'un coup de baguette magique. Et alors, il y a un cinéaste cubain qui a été chef opérateur auparavant de réalisateurs comme Éric Rohmer ou François Truffaut, qui a obtenu un Oscar à Hollywood pour des films avec Robert Benton et d'autres, Nestor Almendros, qui a longtemps vécu en France. Il a réalisé un documentaire, il a réalisé 2 documentaires. L'un sur les persécutions contre les homosexuels et autres marginaux, comme les témoins de Jéhovah, les intellectuels et d'autres. Et ou ceux qui étaient des fans des Beatles, par exemple, hein, qui étaient enfermés dans des camps de rééducation, des camps de travail qu'on appelait les UMAP au milieu des années 60. UMAP, ça veut dire Unité militaire d'aide à la production. Il y a des milliers de jeunes gens qui sont passés par là. Alors, et puis, il a réalisé aussi un documentaire avec des ex-prisonniers politiques qui ont passé 20 ou 30 ans de prison à Cuba. J'en ai connu un, Mario Chanes de Armas, qui a passé 30 ans en prison. Ce qui n'est arrivé pratiquement nulle part dans le monde. Hein. Et l'un des prisonniers disait « Nadie escuchaba ». Ça a été traduit par « Personne ne voulait entendre ». C'est un documentaire absolument indispensable. Personne ne voulait entendre. Ça a été diffusé par M6 il y a quelque temps. Alors, quelles sont les raisons de cela? L'ignorance. Mais je pose la question. Pouvait-on ne pas savoir depuis 1959 jusqu'à nos jours? Aujourd'hui, il y a un moratoire sur la peine de mort, mais Raúl Castro a déclaré qu'elle n'était pas abolie au cas où, por si acaso, n'était pas abolie. Depuis 1959 jusqu'à nos jours, en passant par 1964, le procès public et l'exécution postérieure d'un jeune homme appelé Marquitos, 1968,
l'emprisonnement, la condamnation à de très longues années de prison des ex-communistes par Fidel Castro. 1989, avec certaines choses qu'on connaît aujourd'hui, le procès télévisé du général Ochoa, et à la suite de quoi lui-même et trois de ses compagnons d'armes, qui n'étaient pas des petits anges, loin de là, qui avaient pratiqué, par exemple, les bombardements chimiques en Angola, mais ils ont été exécutés parce que ils étaient accusés de trafic de drogue et de haute trahison. Il semblerait plutôt que c'était une tentative de coup d'État. Et bon, c'était l'affaire Ochoa en 1989. Il y a eu en 2003 également 3 jeunes gens qui ont essayé de détourner un petit bateau vers les États-Unis pour fuir. Alors, ceux-là ont été jugés par Fidel Castro en personne sous l'œil des caméras de Oliver Stone, qui est un turiféraire de Castro et de Hugo Chavez, sur lequel il a également fait plusieurs films. Sur Fidel Castro, il a réalisé 3 documentaires. Et puis, il y a les condamnés aussi du 11 juillet 2021, condamnés parce qu'ils ont osé manifester dans tous les recoins du pays, et ils ont été condamnés à des peines absolument démentielles, hein, des dizaines d'années de prison pour certains. Et tout cela est public et filmé. Donc, l'ignorance n'est pas de mise. Alors, et puis en plus, je citerai une autre sentence de Che Guevara, qui est donc l'emblème de cette révolution cubaine, bien qu'il ne soit pas cubain, qui disait à la tribune des Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1965, j'essaye de le limiter, et hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nous avons fusillé, nous fusillons et nous continuerons à fusiller tant qu'il le faudra. Était-ce possible de ne pas savoir, après avoir entendu un discours comme ça à la tribune des Nations Unies? Bien, l'autre hypothèse, c'est qu'il y a une adhésion plus ou moins avouée aux pratiques révolutionnaires les plus radicales. J'ai bien peur que ce ne soit cela. Au nom de quoi? Fidel Castro, dans une lettre privée qu'il adressait lorsqu'il avait passé 18 mois en prison à partir de 1953, dans une lettre qu'il adressait à quelqu'un qui était à l'extérieur, disait il nous faut des Robespierre, beaucoup de Robespierre. Il y a donc une continuité entre la mère des révolutions jusqu'à la révolution cubaine, en passant bien entendu par la révolution russe et la révolution chinoise pour ce qui est de la terreur. Il y a eu cependant des ruptures partielles avec le castrisme, mais parfois elles étaient définitives, comme dans le cas de Mario Vargas Llosa, ou dans le cas de Jorge Semprún, Georges Semprin, et d'autres. Et la principale rupture avec les illusions révolutionnaires du castrisme, ce fut en 1971 avec ce qu'on a appelé l'affaire Padilla, le caso Padilla. Eberto Padilla, que j'ai bien connu après, était un poète qui avait eu l'audace
d'écrire des textes franchement contre-révolutionnaires. Il avait vécu en URSS et il connaissait la réalité de l'URSS et il avait eu cette audace. Mal lui en a pris. Ces poèmes ont été publiés, mais avec un avertissement de la sécurité de l'État, de la police politique, et disant qu'il ne fallait pas lire les poèmes. Et puis il a passé quelques semaines dans les locaux de la sécurité de l'État, où il était lui-même, selon ce qu'il a écrit bien plus tard, il était lui-même frappé avec ses propres livres pendant que les sbires de la sécurité de l'État lui récitaient ses propres poèmes. Padilla est sorti de là et il a dû faire dans les locaux de l'Union nationale des écrivains et artistes de Cuba une autocritique qui était véritablement une autocritique qu'on connaissait lors des procès de Moscou. Et il s'auto-flagellait, mais aussi il dénonçait ses propres amis et sa propre femme, jusqu'à sa propre femme. Il y a eu à ce moment-là, bon, un mouvement, il y en a qui ont signé un manifeste disant que cela leur rappelait les procès de Moscou, parmi lesquels, parmi les signataires, il y avait Sartre, Simone de Beauvoir et bien d'autres. Et là, c'était la rupture avec la révolution cubaine. J'ai eu l'occasion, là, dernièrement, de voir les images de ce procès qui viennent seulement d'être diffusées. Je connaissais les textes par cœur. C'est véritablement la lâcheté absolue. Et j'étais indigné de voir ces gens qui s'auto-accusaient et qui tressaient des louanges aux sbires qui les frappaient, qui les interrogeaient et tout ça. C'est véritablement des images qui m'ont beaucoup frappé parce que finalement, l'homme nouveau que prenait Guevara et l'hombre nuevo n'a créé que des lâches. Et c'est quelque chose qui me semble terrible. Alors, pour, pour, je, pour expliquer cela, je vais vous citer simplement vis-à-vis de cette lâcheté, de la lâcheté des intellectuels vis-à-vis du régime castriste, une petite phrase, un morceau de phrase que j'ai trouvé du côté de chez Swann, de Marcel Proust. Il dit ceci: déjà homme, par la lâcheté, je faisais ce que nous faisons tous, une fois que nous sommes grands, quand il y a devant nous des souffrances et des injustices. Je ne voulais pas les voir. C'est peut-être quelque chose qui est de l'ordre d'une réaction universelle. Mais il y en a d'autres qui continuent à voir, par exemple, le Tché comme un emblème de la libération. Je citerai simplement deux exemples. Celui d'Olivier Besançon, avec lequel j'ai eu l'occasion de batailler, disons, au cours d'une émission de télévision, débat doc sur la chaîne parlementaire, qui jouissait littéralement lorsqu'il parlait du Tché. C'était quelque chose de physique chez lui. Ou bien encore l'auteur d'un récent documentaire, Tancred Ramonet, le fils de Ignacio Ramonet, l'ancien directeur du Monde diplomatique. On pourrait en citer comme ça un certain nombre. Alors, tout cela est incompréhensible si on prend la peine de lire les innombrables témoignages qui ont été publiés, parfois dans des éditions confidentielles, sur la terreur, avec T majuscule, la terreur castriste. J'en conseille 2 ou 3 ou 4 simplement. Je conseille Avant la nuit, Antes que anochezca,
de Reinaldo Arenas, qui était un écrivain qui s'est exilé en 1980 et qui est mort en exil à New York. Il s'est suicidé, il était atteint du sida. Et, donc, Avant la nuit, un livre traduit par mon ami récemment décédé, Liliane Asson. Et puis, je conseille également Et la nuit est tombée de Hubert Matos, qui était un commandant révolutionnaire qui a passé par la suite, à partir de 1959, 20 ans en prison et qui est mort en exil à Miami. Pratiquement, les gens dont je parle sont pratiquement tous morts en exil. Ou encore les témoignages de Armando Valladares, qui a eu un certain écho, ou celui de Jorge Valls. Armando Valladares, c'est le seul qui soit encore vivant parmi ceux que j'ai cités. Alors, cette terreur, la terreur exercée contre les dissidents de l'intérieur, c'est aussi exercée à l'extérieur des frontières. En Amérique latine, avec des interventions multiples dans tous les pays d'Amérique latine, pratiquement, peut-être, excepté peut-être au Mexique, parce que les rapports entre le Mexique et Cuba ont toujours été assez étroits. Mais il s'est aussi exercé en Afrique, lors des interventions dans plusieurs pays, essentiellement l'Éthiopie et l'Angola. Et j'ai cité tout à l'heure les bombardements à l'arme chimique sur des populations civiles en Angola. Il y a eu aussi des interventions moins connues aux côtés des Syriens. Le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, c'est une famille de bouchers, de même que la famille Castro, une famille de dictateurs, de tyrans. Il y a eu une intervention aux côtés des troupes syriennes contre Israël, et au moment de la guerre du Kippour, un petit peu après, et où des chars cubains étaient déployés en Syrie vers le Golan contre Israël. Il y a eu également de nombreuses interventions auprès des terroristes palestiniens, non seulement en les entraînant en Cuba, mais aussi en les entraînant dans les camps du sud du Liban. Et ce, quelle qu'ait été la couleur politique des gouvernements israéliens, qu'ils aient été travaillistes, du Likoud ou à moitié religieux comme aujourd'hui. Et alors, le fait le plus dérangeant dans tout cela, enfin, si on peut émettre une échelle de valeur là-dedans, c'est l'appui total et absolu que le régime de Raúl Castro, avec le président fantoche Miguel Díaz-Canel, apporte à Vladimir Poutine dans son intervention meurtrière en Ukraine. Alors, je veux montrer une dernière photo, c'est celle elle est à la fois risible et terrible. C'est la photo de l'inauguration en novembre 2022 à Moscou d'une statue absolument ubuesque de Fidel Castro. C'était un anniversaire de sa mort, 6 ans après sa mort, par le président Miguel Díaz-Canel, qui se trouve ici, et Vladimir Poutine. Cela montre dans quel camp se trouve aujourd'hui Cuba, et c'est un pays qu'il faut traiter sans aucune indulgence, d'autant qu'il vote tout le temps à l'ONU en faveur de Poutine. J'en profite pour adresser un salut à mes amis ukrainiens ou co-ukrainiens. Certains doivent être présents et leur manifester toute ma solidarité. Alors,
je ne veux pas être trop long. Pourquoi cette sympathie affichée également avec les vassaux des frères Castro? Par exemple, Gérard cité Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Venezuela, Daniel Ortega et sa femme, la sorcière, Rosario Murillo, en Nicaragua, Rafael Correa en Équateur, Evo Morales, autrefois en Bolivie, et même Lula et Dilma Rousseff au Brésil, ou encore José Mujica en Uruguay. Mais, évidemment, il y a un personnage qui est au centre de tout cela, qui est un peu une caricature, mais une caricature dangereuse. C'est Jean-Luc Mélenchon qui va prendre certaines de ses consignes, mais certains de ses modèles politiques là-bas, sur place. Chez les Vénézuéliens, chez les Équatoriens, chez les Boliviens, mais surtout chez les Cubains. Surtout chez les Cubains. Son maître à penser avant Hugo Chávez, c'est Fidel Castro. Et son maître tout court, c'est Raúl Castro. J'ai déjà cité cette intervention à l'Assemblée nationale où il a parlé pendant 10 minutes pour faire l'éloge de Cuba, c'est-à-dire d'un pays étranger devant l'Assemblée nationale française, et les membres du gouvernement n'ont pas moufté. Il y a quelque chose d'assez indécent là-dedans et d'assez dangereux également. Et voilà, ça c'est la caricature. J'aimerais terminer par une lueur d'espoir qui vient d'Ukraine, hein, et de la victoire que j'espère des troupes ukrainiennes contre Vladimir Poutine, cette victoire aura des répercussions immédiates à Cuba. Par exemple, qu'elle donnera. Et juste adresser une recommandation aux Cubains qui peuvent m'écouter, s'il y en a même dans l'île, de boycotter les élections, entre guillemets, il va y avoir le 26 mars, dans quelques jours donc, les élections à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire. Je précise bien la dénomination officielle. Assemblée nationale du pouvoir populaire, c'est un peu comme les républiques populaires de Donetsk et de Luhansk, où il y a 470 sièges en jeu, avec 470 candidats, tous sous la houlette du parti communiste. Bien évidemment, c'est le seul qui est autorisé. Et j'aimerais demander aux journalistes français de ne pas couvrir ce non-événement et surtout de ne pas employer le terme d'élection. Il parle de farce, de mascarade, de tout ce qu'on veut, mais surtout pas d'élection. Et puis, terminer aussi par demander une solidarité de la part de ceux qui m'écoutent pour la libération de nos prisonniers qui sont actuellement un peu plus de 1000. Voilà. Alors, contre la patrie ou la mort, contre Patria o muerte, le slogan de la révolution cubaine, je dirais Patria y vida, et puis je termine par la consigne rituelle que j'emploie en permanence, c'est Viva Cuba Libre. Merci beaucoup, muchas gracias. Merci à vous, Jacobo. Je vais laisser la parole à Gérard pour un propos conclusif. Merci beaucoup, Pauline. Donc, j'ai vu qu'il n'y avait pas de questions. C'était possiblement parce qu'il fallait d'abord t'écouter.
Et puis, je pense qu'on touche en effet au dernier vestige d'illusion de une ou deux générations, sauf pour ceux qui s'obstinent dans ces illusions et dans la volonté de ne pas entendre, comme tu l'as dit. Pour ajouter à ce que tu disais à propos du lien entre Cuba et puis le régime russe actuellement, je voudrais rappeler également qu'Ortega, toujours au pouvoir, au Nicaragua, qu'il déclarait un des grands soutiens de la Palestine et puis de Kadhafi autrefois, s'est déclaré il y a très peu de temps très proche de Poutine et très proche de Loukachenko. Il y a une espèce d'alliance et d'agrégation affine entre tous ces régimes et entre tous ces systèmes, à la fois terroristes, à la fois corrompus et à la fois criminels. Et c'est ça qui est notre objectif et c'est ça qui est la ligne de fracture que nous essayons de faire émerger et de faire entendre et de faire comprendre. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, merci à Je voudrais rappeler deux tes livres pour compléter. Celui sur la face cachée du Che et puis celui sur Cuba, totalitarisme tropical, au moins que ces gens, puis nos auditeurs puissent les lire et avoir accès à eux. Merci encore. Nous poursuivrons le 20 avril avec cette fois-ci Monette Vacquin. Nous revenons avec les crises intérieures aussi de nos sociétés démocratiques. Et à très bientôt tous. Merci. Merci Gérard, merci Jacobo. Bonne journée à tous.